qui a été utilisé par les chercheurs allemands nazis qui ont même résisté, c'est-à-dire des gens qui ont refusé de faire des expérimentations médicales sur des déportés en disant qu'ils n'avaient pas le droit éthiquement de le faire. Il faut ne pas oublier non plus que l'Allemagne est le seul pays en Europe où il y a eu, dès 1934, un comité d'éthique médicale. Donc en fait, on peut voir que malheureusement, l'éthique médicale est elle-même en question à ce moment-là. Donc à partir du moment où, la première fois, il a refusé de faire ses expérimentations médicales, on lui a dit, de toute façon, tes déportés, ils sont foutus, et les gens que tu vas sauver par les expérimentations que tu vas faire, c'était des vaccins pour protéger les soldats qui étaient sur le front russe. Et en fait, on a dit, si tu fais ces expérimentations, tu sauveras. Donc actuellement, on a 3 personnes sur 10 sur le front russe qui meurent de cette maladie. Okay. Je ne me rappelle plus. C'est une des maladies sur lesquelles on a fait des expérimentations, etc. Je peux retrouver très facilement. Ensuite, on est revenu vers lui une deuxième fois et on lui a demandé, cette fois, il y a 5 sur 10 qui meurent, est-ce que tu interviens? Et la dernière fois, il a cédé à 7 sur 10. Donc la question était, est-ce que, au nom de quoi, est-ce que l'engouement des médecins pour le nazisme a été tel? Pourquoi est-ce que ça a été une des professions, pendant le nazisme, qui a été le plus impliqué? On pense au programme T4 et aux conséquences que le programme T4 a eu sur la mise en place de la Shoah. Voilà, c'était juste ça le contexte de son intervention. La réponse est très simple. Je crois avoir compris ce que tu voulais dire et je crois avoir compris votre décalage. Le problème n'est pas de savoir si une vie va être perdue et que donc on l'utilise pour sauver votre vie. Ce n'est pas du tout la problématique. J'ai traduit 3 livres sur la médecine nazie, dont un qui me fait. Dont un qui est suffisamment complet pour que l'auteur Ernst ait cessé à jamais d'écrire sur le nazisme. C'était pas du tout la problématique. La problématique a été que savoir si, à partir d'un certain degré d'insignifiance dans l'existence, on avait le droit d'utiliser les créatures humaines parce que non pas elles allaient mourir, mais parce qu'elles ne valaient rien. C'était même pas les auteurs, c'était même pas ça. C'était même pas entre l'humanité, c'était ce qu'on appelait la Lebensunwert, la vie qui était intime de vie. Et c'est parce qu'on leur donnait ces gens en disant, c'est pas qu'ils vont mourir, on s'en fiche, tout le monde va mourir. C'est pas ça, non, ils ne valent rien, on vous donne du matériel. Et c'est ça qui a permis aux nazis, aux docteurs nazis, de travailler comme ils l'ont fait. Et c'est uniquement ça. Et bon, je le répète, mais c'est vraiment la distinction, elle est là. Moi, je voulais juste dire quelque chose, parce que j'en parlais chez moi, nous sortons de 2 journées à Dieu le Fils sur les justes. Mais je ne pense pas que chacun d'entre nous, ici présent dans la salle, puisse se transformer en bourreau aussi simplement. Il y a quand même toute une série d'expériences par lesquelles il faut passer pour y arriver. Et il y en a qui résistent et qui ne deviennent jamais des bourreaux, et même qui sont des justes. Alors, c'est vrai que, vous savez, l'histoire a des modes. Tout à l'heure, je disais que l'histoire s'écrivait sous ce qu'on appelle Zeitgeist, et c'est comme ça que les historiens sont toujours sollicités pour écrire l'histoire. Mais alors, en ce moment, il y a beaucoup de questions en France des justes. On peut se remarquer, mais là, il y a pour les justes. Alors, c'est sûr que vous êtes déterminé par votre objet de recherche. Si vous travaillez sur le collabo, vous allez trouver des collabos. Vous travaillez sur la dénonciation, vous allez travailler sur la dénonciation, l'ampleur de la dénonciation et la communication. Si vous travaillez sur les justes, eh bien, vous allez chercher des justes, vous allez en trouver, et du coup, vous allez dire qu'il y a plein de justes en France. Bien. Heureusement pour nous, la LICRA qui a organisé cette journée d'études sur les justes, il fallait tomber dans ce travail. Mais on a essayé de voir, on a réfléchi, qu'est-ce qui faisait qu'un juste était injuste. Alors, à Dieu le Fils, les 2 femmes qui ont sauvé des enfants juifs, non-juifs, des artistes allemands, antifascistes, réfugiés, etc., c'était 2 institutrices qui avaient créé une école modèle freinée. Elles avaient fait leurs études en Suisse et elles avaient décidé en 1929, c'était déjà assez tôt, qu'il fallait que les enfants soient plus libres dans le système éducatif. Bien, donc c'était déjà un bon départ. Vous voyez que c'était 2 femmes qui avaient réfléchi à leur profession. Et ensuite, c'était 2 femmes qui étaient fortement, alors peut-être laïques, mais protestants, plutôt protestants. Vous savez que les protestants ont été plus enclins à secourir les juifs que les catholiques, pour une simple raison, c'est que les minorités s'aident davantage entre elles. En Allemagne, c'était l'inverse, c'était que les catholiques avaient
qui avaient été des juifs. Bien. Et donc, on a repéré, dans le cas de Dieu le Fils, l'idéologie protestante, enfin, la culture protestante, religieuse protestante, tradition de résistance, qui pouvait expliquer le courage de ces femmes dans un lieu où elles n'ont pas été énoncées, dans un lieu de Dieu le Fils à 80% protestant. Ça a été une de nos hypothèses. Moi, je pense qu'en ayant travaillé sur les stratégies de survie dans le camp de Buchenwald, et en écoutant les témoignages recueillis par Spielberg, François Spielberg, moi je trouve très très important ces témoignages parce que quand vous entendez la voix, même voir la personne, c'est vidéo donc on peut voir la personne, mais la voix vous dit énormément de choses. Et même si on les met en ligne après, ces récits, ces témoignages, ce n'est pas pareil que de les écouter. Vous voyez très bien, vous comprenez bien mieux que par le simple écrit, et très souvent, dans ceux qui expliquaient les conditions de survie, il y avait d'abord, on le savait, hein, les prisonniers politiques qui résistaient mieux parce qu'ils savaient pourquoi ils étaient dans un camp. Ce n'était pas par hasard. Ils y étaient parce qu'ils étaient fautifs, oui, ils avaient résisté. Et ça leur donnait déjà une force morale. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là par hasard. Bien. Ils avaient une culture généralement antifasciste, que ce soit communiste, socialiste, internationaliste, qui leur faisait comprendre mieux la situation, et ensuite, un danger, un mot collectif, et pas individuel. Et qui ensuite leur avait donné une unité de ce qui est humain, de l'espèce humaine, qui n'était pas celle des nazis. Vous avez ensuite les témoins de Jéhovah, qui résistaient également, ils avaient simplement un défaut de témoins de Jéhovah, ça aurait pu être, paraît-il, aussi performants que les politiques. Ils avaient un défaut, c'est qu'ils renonçaient à la violence. Donc, si vous voulez, ils ne se laissaient pas corrompre par les nazis, mais ils se laissaient abattre. Alors que les politiques essayaient d'éviter le coup qu'on allait leur donner. Vous avez dans cette une série de personnes qui avaient la culture qu'il fallait au départ pour résister et qui souvent l'ont fait. Donc, c'est pour ça, c'était juste ce mot un peu positif que je voulais terminer pour dire que nous ne sommes pas tous là déterminés à devenir des bourreaux. Il n'y a pas chacun de nous un petit bourreau qui sommeille. Voilà.